Voilà, bonsoir. On va dans le cours de philosophie, on est dans la cosmologie et on passe à la notion suivante. Pour l'approfondir, on a vu les propriétés et la quantité, qui est très importante. On a pris beaucoup de temps pour la quantité, qui est une propriété essentielle la plus profonde de la matière. Et on passe maintenant aux forces ou les puissances actives et passives de l'être corporel, donc l'être sensible, l'être matériel. Donc les forces ou puissances actives et passives. Le monde est un, donc c'est page 104 de la cosmologie du docteur Ness que vous avez. S'il y a des personnes qui demandent, qui voudraient bien avoir le texte, je vous renvoie encore le lien. Je pense que tout le monde a le lien, reçu le lien. Alors c'est page 104 dans mon édition. Les forces et les puissances actives et passives. Le monde est une vaste scène où tous les éléments, même les plus infimes, prennent part à l'action commune et concourant au bien de l'ensemble. Bien de l'ensemble. C'est le but de tout ce qui existe, c'est le bien commun. Finalement, qui est Dieu et la divinité participée. Donc le bien de l'ensemble. Tout a été créé pour la gloire de Dieu, mais celui des âmes, nous savons par la théologie, mais même en philosophie, on peut voir qu'il y a un ordre qui tend vers le bien commun. Donc tous ces éléments sont dépositaires de certains pouvoirs d'agir adaptés à leur nature respective. Bien sûr, une plante agit plus qu'un minéral, un animal plus qu'une plante, etc. L'homme plus qu'un animal, et l'ange plus qu'un homme, et Dieu plus que tout le monde. Mais on parle ici donc de l'être corporel, ça veut dire jusqu'à l'homme, mais surtout ceux qui n'ont pas de vie. Alors, dans ce qui n'a pas de vie, dans les minéraux, il y a des forces, des puissances. Le principe foncier de toutes les énergies naturelles est la substance. Il faut exister pour pouvoir agir. Agere sequitur esse. Donc, le principe foncier de l'énergie, c'est la substance. De plus qu'il y a de substance, on pourrait déjà conclure directement, de plus qu'il y a possibilité d'énergie. Ce qui n'est pas toujours vrai, mais donc dans la plupart des cas, il y a quand même une corrélation. Seulement, comme dans aucun être créé, l'action n'est une perfection substantielle, il est nécessaire que des puissances accidentelles distribuent cette énergie en étant de virtualités diverses qu'il y a dans l'être, de modes distincts d'action. Donc l'action n'appartient pas à la substance. Dans aucun être, l'action d'un être créé, l'action est une perfection substantielle. Il dit être créé parce qu'en Dieu, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est un. Donc Dieu est intelligence, Dieu est puissance, mais ça c'est l'exception. Dans tout ce qui est créé, il y a distinction entre substance et agir. L'agir trouve un fond dans la substance, mais la substance directement ne peut pas agir. Donc elle agit à travers autre chose. Donc il est nécessaire qu'il y ait des puissances accidentelles, donc qui arrivent à la substance, qui sont des accidents, qui arrivent à accider, qui distribuent cette énergie foncière de la substance en autant de virtualités diverses, qu'il y a de modes distincts de l'action. Donc il y a plusieurs de modes d'action. Par exemple, une pierre se comporte autrement qu'une plante ou du gaz, etc. Du gaz se comporte autrement que du liquide.
c'est de ces pouvoirs secondaires, intimement unis à la substance, bien sûr, et émanés de son sein, que procèdent, comme de leur cause immédiate, toutes les activités corporelles, de ces pouvoirs secondaires. Ça veut dire ce qui est primaire, c'est la substance, et le pouvoir, c'est secondaire. C'est pour ça on parle de l'acte premier, c'est être, et l'acte second, c'est l'agir. En langage philosophique, parce que être, pour le langage courant, c'est pas agir, mais c'est un acte. Alors, première classification. Du point de vue de leur origine, on distingue les puissances matérielles en puissance intrinsèque et extrinsèque. Extrinsèque ou communiquée au dehors. Il y a des puissances qui ont leur racine dans la substance même du corps et ne peuvent en être séparées. Telles sont l'affinité chimique, l'électricité, le magnétisme, les énergies calorifiques et luminiques, les forces de résistance, d'élasticité, de répulsion et d'attraction. Elles portent à bon droit le nom de forces intrinsèques. Il en est d'autres de l'être corporel, donc sensiblement perceptible, dont l'être corporel n'est pas lui-même la cause originelle. Elles lui sont communiquées au cours de son existence et disparaissent sans que le corps en éprouve le moindre préjudice. De ce nombre sont par exemple les forces d'impulsion engendrées dans un mobile en repos par un corps en mouvement. Donc si une pierre heurte une autre pierre, cette deuxième pierre est mue par la première. Donc le corps en repos, la deuxième pierre, subit un mouvement par l'impulsion de cette première pierre qui la touche. Par exemple, c'est ça le principe de l'avalanche. Hein. L'avalanche commence d'en haut et ça provoque une chaîne, un enchaînement d'actions et de réactions. Cette énergie motrice communiquée est pour le corps qui la reçoit une énergie d'empreinte. On lui donne le nom de force extrinsèque. Donc, deuxième classification, elle comprend les puissances actives et les puissances passives. C'est une conséquence de la première classification. Les premières, donc actives, sont ainsi dénommées parce qu'elles ont d'elles-mêmes une adaptation prochaine et complète à leur effet, d'elles-mêmes. Il se peut que certaines conditions extrinsèques, nécessaires au développement de leur énergie, fassent défaut. Elles restent alors forcément inopérantes jusqu'à ce que la réalisation des circonstances favorables rende possible leur mise en exercice. En ce sens, elles sont actives sans être nécessairement et toujours agissantes. Ainsi, dès que le chlore et l'antimoine se trouvent en contact, ce sont deux substances chimiques, ils agissent violemment l'un sur l'autre, indépendamment de toute intervention étrangère, et mettent en liberté une quantité énorme de chaleur et d'électricité. D'évidence, ces forces préexistaient au contact. Elles se trouvaient dans les deux corps, à l'état de puissance active, de force complètement prédisposées à l'action. Néanmoins, elles étaient incapables d'exercer leur vitalité, les virtualités natives, faute d'une condition, ça veut dire le contact réciproque. Les puissances passives, elles aussi, sont faites pour agir, mais avant de produire leur effet, elles doivent recevoir, c'est pour ça qu'elles sont appelées passives, recevoir un perfectionnement interne, une sorte de mise au point qui lève leur indétermination intrinsèque.
Dans l'obscurité complète, par exemple, aucun corps n'est coloré. Exposés à la lumière, tous se revêtent d'une coloration propre. Tous reçoivent, à leur façon, l'influence de l'éther, si on peut nommer ça, lumineux, et exercent ensuite sur notre organe visuel une action vraiment spécifique. Chaque corps possède donc une puissance passive, une aptitude naturelle à nous impressionner, notre œil, qui ne peut cependant développer son énergie que dans la mesure où elle est elle-même actuée ou déterminée par la lumière. Voilà. Donc c'est la lumière qui est l'agent actif et la couleur du corps est plutôt passif. Elle doit recevoir de la lumière. Le truc aussi, il doit recevoir la lumière pour voir. Troisième classification, il existe une distinction générique entre les forces purement mécaniques et les forces physiques proprement dites. Donc des forces mécaniques et des forces physiques. Par force mécanique pure, nous entendons ici la pesanteur, les forces de répulsion et d'attraction, la résistance, les qualités motrices communiquées au moment du choc des masses matérielles, donc forces mécaniques, qui ont plutôt un aspect passif, de subir de... Ces énergies constituent un genre distinct de la lumière, du son, de la chaleur, de l'électricité et du magnétisme que nous rangeons sous la détermination comme de force physique proprement dite, plutôt de tendance active. Preuve de la thèse, donc il y a existé cette classification troisième. L'unique effet qui trahisse à nos yeux l'activité des forces mécaniques est le mouvement local ou le simple déplacement spatial. La pesanteur attire vers le centre de la Terre les corps placés dans son voisinage. Les forces répulsives les écartent les uns des autres ou les maintiennent à distance, par exemple la force centrifuge. Les forces attractives tendent à les rapprocher. Les qualités motrices tirent le corps de leur état de repos. Tout autre sont les manifestations des forces physiques. Si le mouvement local apparaît encore dans le terme de leur activité, son rôle est secondaire et souvent effacé, ce mouvement local. Il cesse d'être le but principal et ultime. L'apparition d'un état nouveau, d'une qualité sui generis, donc de soi-même, irréductible à une simple qualité motrice, voilà bien le trait dominant de leur efficience, donc de ces forces physiques. Lorsque, comme on vient de dénommer, la lumière, le son, la chaleur, l'électricité, le magnétisme, etc. Lorsque nos regards s'arrêtent sur les nuances variées du coloris des fleurs, lorsque nous respirons le parfum d'un fruit ou que nous le savourons, lorsqu'enfin une douce chaleur vient stimuler nos membres engourdis par le froid, ce n'est ni le mouvement local dont s'accompagnent ces phénomènes que nous percevons en premier lieu, ni un vulgaire principe mécanique destiné à l'engendrer, c'est une manière d'être réel, difficile à définir, il est vrai, mais qui porte un caractère étranger à la cause ordinaire du mouvement. Donc on nomme les forces mécaniques plutôt de mouvement et les forces physiques plutôt des énergies différentes que le mouvement, que ce mouvement. Quatrième classification,
Les forces physiques sont elles-mêmes spécifiquement distinctes les unes des autres. Eh bien oui, preuve de la thèse, nous percevons par les sens externes le monde qui nous entoure, notamment les forces physiques de la matière. À l'heure présente, il est universellement admis qu'il existe entre ces sens une distinction spécifique, au double point de vue anatomique et physiologique. Or, pourquoi le Créateur aurait-il pourvu chacun de nos sens d'une constitution et d'une activité spécifiques si les propriétés matérielles qui doivent nous faire connaître sont de nature identique? Il serait inutile d'objecter que les mouvements représentatifs de ces agents physiques diffèrent les uns des autres. Ils exigent pourtant, pour être perçus, des organes différents de constitution fonctionnelle. Par exemple, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. D'abord, nous avons la conscience de percevoir dans ces agents, non du mouvement, mais des qualités proprement dites. De plus, la diversité des mouvements ne justifie pas la diversité des organes, car un même sens peut nous faire connaître des mouvements qui diffèrent en direction et en vitesse. Un même sens. Deuxième point, de preuve de la thèse, on sait aujourd'hui quelles sont les quantités de chaleur, d'électricité et de force motrice absolument équivalentes entre elles au point de vue mécanique. Donc au point de vue de mettre en mouvement quelque chose. Or, ces quantités, quantitativement identiques, restent aussi qualitativement distinctes les unes des autres que le sont ordinaire la couleur, le courant électrique, le son et les odeurs. Preuve évidente que sous l'égalité mécanique se cache un facteur de spécification. Ensuite, on va parler de l'aspect secondaire des forces physiques. Les forces physiques ont toujours une double efficience. L'une spécifique, propre à chacun, par exemple la couleur, l'état thermique, etc., donc la chaleur. L'autre commune à toutes les forces, celle d'imprimer un mouvement au corps soumis à leur influence. Quoique spécifiquement distincts les uns des autres, et destinés avant tout à communiquer aux êtres corporels des états qualificatifs de nature diverse, ces agents remplissent donc, mis en ordre secondaire, le rôle de force motrice. On comprend aussi pourquoi le mouvement local accompagne toujours l'exercice de ces forces et mesure même leur intensité. D'ailleurs, le mode d'être des énergies physiques nécessite ce mode d'action. En effet, toutes les qualités des corps étant naturellement étendues, la modification produite dans une qualité ou énergie physique doit avoir son contre-coup dans l'étendue ou l'extension spatiale. Or, le changement de position d'un corps dans l'espace, c'est le mouvement. L'altération des propriétés ou des forces physiques entraîne donc avec elle un mouvement d'égale intensité. La principale erreur du mécanisme fut de n'admettre qu'une des faces des phénomènes corporels, le mouvement, et de nier l'existence de l'autre, la force ou la qualité. Voilà, donc, le mécanisme comme système philosophique. Voilà.
Donc maintenant, la production naturelle des substances corporelles. La production. Maintenant, on va voir comment la chose commence à être et après, on va voir comment elle va disparaître ou être changée. Qu'est-ce que la transformation substantielle? Jusqu'ici, la substance corporelle a été considérée à l'état statique. Donc elle est là, puis on a parlé des puissances d'agir et de actif et passif, d'agir et de subir. Nous avons recherché quels sont les éléments constitutifs des corps, quelle est la nature des propriétés qui en sont le rayonnement visible, notamment la quantité et les puissances actives et passives. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais les êtres matériels sont soumis à des changements incessants qui modifient leur physionomie, parfois même leur nature intime. Lorsque l'hydrogène, donc par exemple, et l'oxygène se combinent pour former de l'eau, ces deux corps perdent leur espèce, l'hydrogène et l'oxygène, se dépouillent de leur forme essentielle ou principe spécifique, pendant qu'ils reçoivent en échange une forme nouvelle, commune, c'est de l'eau. Il se fait alors une transformation substantielle. Les matières premières des deux éléments passent sous un principe déterminant réellement nouveau. La matière première qui est sous-jacente sous toute forme de l'être sensiblement perceptible, corporel. La transformation substantielle est donc un fait complexe, à deux phases distinctes, bien qu'inséparables dans la réalité. La génération de substances se produit aux dépenses d'une ou de plusieurs autres qui disparaissent comme telles. Donc il y a la destruction de la forme hydrogène et oxygène et la venue de la forme de l'eau, dans notre exemple. La destruction naturelle d'une substance décide l'apparition d'une autre. Au contraire, si un agent efficient agit sur une chose, comme le feu ou le vent, ou une force, et elle provoque l'apparition d'une forme, elle détruit la forme qui était avant. Il n'y a pas deux formes substantielles qui peuvent être en même temps dans la même matière. Si on a vu, ça rencontre l'impénétrabilité. Impénétrabilité. L'école, donc ça veut dire de Saint Thomas, l'école scolastique, on l'appelle l'école, exprimait cette pensée par cette formule laconique. Corruptio unius est generatio alterius. Et generatio unius est corruptio alterius. La corruption de l'un est la génération de l'autre, et la génération de l'un est la corruption de l'autre. Si on part de la même matière, bien sûr. La même matière. S'il y a autre matière, il n'y a rien à voir. La même matière. La matière première, alors. Mais signifiée. Étudions séparément ces deux aspects de la transformation, donc génération, production, et d'abord la production naturelle de substances ou la réalisation d'une nouvelle forme essentielle. Première question, comment le corps, donc la substance sensible, est-il préparé à la réception d'une forme nouvelle? Je vais poser la question, comment ça se fait qu'elle perd toute une forme et prend une autre? Ou reçoit une? Les transformations substantielles des corps inorganiques, c'est-à-dire non vivants, appartiennent
exclusivement au domaine de la chimie. La chimie. C'est ça, donc la science qui s'occupe de cela s'appelle la chimie. On ne les rencontre que dans les faits de combinaison et de décomposition qui résument à eux seuls cette vaste science. Combinaison et décomposition. Et ça se fait artificiellement dans le laboratoire, mais ça se fait dans la nature. Il y a tout le temps, par l'influx volée, que l'eau de l'océan vient des nuages, et des nuages qui, par le vent, sont poussés vers la Terre et ils doivent monter parce que la Terre monte, et puis qu'ils montent, ils vont se refroidir, et parce qu'ils se refroidissent, ils se condensent, ils deviennent l'eau, et l'eau tombe par terre, c'est la pluie, et la pluie retourne vers la pesanteur, vers l'océan. Donc de transformer l'eau en vapeur, c'est une action naturelle. Hein. Par des agents naturels, ça veut dire le soleil et le vent, hein, et la pesanteur, etc. Prenons par exemple, il prend un autre exemple, la combinaison du corps et de l'antimoine, parce que c'est assez impressionnant. Dès que ces corps se trouvent dans une même sphère d'action, ils mettent en jeu leur puissance mécanique. On l'a vu déjà. Comme ils sont doués de puissante affinité, les attractions dominent les répulsions et ces corps arrivent en contact. Aussitôt que cette condition est réalisée, les forces physiques, à leur tour, entrent en scène, donc par le contact. La chaleur, l'électricité, etc., agissent non sur les dont elles émanent, car l'action serait immanente, mais sur les corps antagonistes. Dans cet échange d'activités, chacune des substances, donc chlore et antimoine, tend à communiquer à sa rivale ses caractères distinctifs. C'est le principe de survie. Il y a toujours une tendance dans tout ce qui existe de garder sa forme et de même l'imposer aux autres. Et c'est la forme la plus forte qui l'emporte. Hein, c'est dans le monde des animaux. Hein. Si les lions ils attaquent un cerf, eh bien c'est le cerf ou un buffle qui va perdre sa forme. Le lion va le manger, il va devenir la forme du lion. Dans son appareil digestif, il va transformer le buffle en soi-même. Ça se vérifie. Voilà, c'est un exemple, mais dans le monde animal. Et ça se vérifie aussi ailleurs, de manière plus simple. Donc je reprends la phrase. Dans cet échange d'activités, chacune des substances tend à communiquer à sa rivale ses caractères distinctifs, à la rendre semblable à elle-même. Omne agens agit sibi simile. Tout agent agit conformément à soi-même, à sa forme. Donc il agit par sa forme, finalement. Il a tendance à imposer sa forme. C'est pour ça qu'on reconnaît à l'œuvre l'auteur. Un connaisseur qui voit un tableau dit c'est un Rubens. Et pourquoi? Parce qu'il porte quelque chose de Rubens. Il a quelque chose de soi-même dedans. Donc, il y a un Van Dyck, il y a un Renoir, donc il met quelque chose de soi-même dedans. Même Dieu fait ça, n'est-ce pas? Il a créé tout à son image. Nous avons tous, donc, omne agens, omne, tout agent, agit à sa manière, à soi-même, assimilé à soi-même. L'action est l'épanouissement de l'être. On peut aussi voir de ce côté-là. Donc l'agir, c'est l'épanouissement de l'être. Toutefois, le caractère d'un effet ne dépend pas seulement de la nature de la cause efficiente. Il relève aussi en partie du sujet où il est reçu.
Si je tape ma main dans la neige, la forme de ma main est dans la neige. Si je tape dans le granit, c'est plus difficile. C'est plutôt le granit qui va m'aplatir si je tape trop fort. Comprenez? J'arrive pas à imposer ma forme, quoique j'ai la tendance, mais la chose est trop forte. Pas? La force du granit va l'emporter à la force de mes os. Donc, le caractère de l'effet dépend aussi de celui qui reçoit l'action. Quid decipitur ad modum recipientis decipitur. C'est très important cela. Très, très important. C'est un autre principe. C'est très, très universel. Tout ce qui est reçu à la mode de celui qui reçoit. Ah non, mais c'est important parce que si on ne tient pas compte de cela, on va faire des erreurs, des grandes erreurs. Je donne un exemple. Quand on veut imprimer la forme de formation, on veut donner formation, on imprime une forme de la connaissance. Il faut s'adapter au sujet, son niveau de connaissance. On parle autrement à un petit enfant qu'à un intello de l'université, un Africain, un Chinois, ils ont l'autre sensibilité, il faut parler autrement, un oriental est plus mélancolique, un autre est plus rationnel, etc. Donc il faut s'adapter à son auditoire quand on parle, on prend son niveau, sinon ça va pas passer. La forme va pas passer. Donc la forme est reçue de la manière de celui qui reçoit. Moi, je suis prêtre, donc pour moi, c'est très important. C'est toute la pastorale. Il ne faut pas changer la forme. Il faut transmettre la doctrine, le dépôt de la foi, mais la manière adapte à celui qui la reçoit. Hein. On va donner un catéchisme à un enfant différent qu'à un adulte, mais c'est la même doctrine. Vous voyez? C'est important. Hein. Et maintenant, je parle théologie. Vatican II, nous, on n'a pas tenu. Donc, quelle est l'erreur de Vatican II? C'est tellement adapté à celui qui entend qu'on change la forme. On corrompt la forme. On veut tellement plaire aux bouddhistes qu'on s'adapte au bouddhisme. Au bouddhiste, il dit oui, mettez le Bouddha sur l'autel, oui. Mais il n'y a plus rien qui va passer alors. La forme est corrompue. On s'adapte tellement à l'autre qu'on casse la forme. C'est de la point. Et si on garde la forme et on l'impose à n'importe qui comme ça, comme un costume de confection, mais il y en a qui ne vont pas comprendre. Hein. Il y a même des personnes qui vont craquer. Hein. On peut écraser quelqu'un avec des vérités. On peut l'écraser. Donc, vous voyez, c'est un principe universel. C'est le principe d'éducation, par exemple. L'éducation est très importante. La transmission de la foi aussi, etc. Donc, quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Voilà. Mais c'est toujours la forme qu'on donne. Donc, c'est universel. C'est un principe qu'on voit maintenant en cosmologie, mais c'est universel. Le sujet récepteur, donc c'est ça l'important de la cosmologie, n'est-ce pas? C'est pas seulement intéressant pour comprendre l'environnement, pour mieux le manipuler, parce que Jésus a dit soumettez le monde entier, soumettez, dit Dieu lorsqu'il a crié Adam. Et pour soumettre, il faut le connaître. Mais c'est aussi parce qu'en étudiant la cosmologie, les corps, on trouve des lois qui sont universelles et qu'on peut partout appliquer. Et l'avantage de la cosmologie, c'est qu'on peut le facilement comprendre, parce que notre intelligence, elle est faite pour travailler à travers des sens. On ne perçoit pas directement les esprits. Donc, pour pénétrer le monde des esprits, par exemple la psychologie humaine, Dieu, les anges, etc., il faut passer par la compréhension des choses sensibles. C'est ça l'importance de la cosmologie. Alors, je continue. Le sujet récepteur est comparable à un moule qui imprime sa forme à ce qu'il reçoit. Voilà. Encore un autre exemple que quid recipitur, ad modum recipientis recipitur.
Toutes les activités corporelles relevant ainsi d'un double facteur, actif et passif, celui qui donne et celui qui reçoit, tendent à produire un nivellement progressif des propriétés, un état qualitatif général qui se rapproche de plus en plus d'une commune mesure et s'écarte dans la même proportion des traits distinctifs des corps en présence. Il y a une tendance, tu veux voir. Donc celui qui agit tend à imposer sa forme, celui qui reçoit tend à recevoir cette forme, mais à sa manière, et adapter cet impulse à sa manière à être à soi-même. Donc chacun tend à imposer quelque chose à soi. Donc les résultats, c'est un mélange des deux. Hein? Par exemple, oui, donc, enfin, vous savez par vous-même, c'est clair. Au cours de ce nivellement, il arrive que l'harmonie fondamentale qui doit régner entre l'être essentiel et ses moyens connaturels d'action se trouve brisée. La résultante commune devient incompatible avec les natures réagissantes et nécessite leur passage à un état substantiel nouveau. Donc cette action peut être tellement forte qu'elle va détruire l'un et l'autre. Et que le résultat, c'est un composé, par exemple, on a vu le chlore et l'antimone. C'est à ce moment que dans les deux corps intimement unis par cette action et semblablement prédisposés à une information commune, donc une impression de la forme l'un dans l'autre, les deux formes, de celui qui agit et de celui qui reçoit, ou qui agit, il y en a encore deux qui agissent l'un sur l'autre, hein. Dans ce cadre chimique, ça peut aussi, on est partiellement receveur, réceptacle de l'action de l'autre, et on agit aussi sur l'autre. C'est encore compliqué. Donc, dans ce cas, les réactions chimiques, c'est réciproque. Hein. L'action, passion, sont réciproques. Les formes essentielles disparaissent et sont remplacées par une nouvelle forme appropriée. C'est le cas de l'action chimique qu'on vient de voir. On le voit, la formation de la résultante commune a ce caractère distinctif de nécessité, dans la même mesure, l'apparition d'une forme et la cessation des formes antérieures. Forcément parce qu'ils agissent sur une matière. Et la matière ne peut avoir qu'une forme substantielle en même temps. Donc on essaye d'un petit peu de comprendre comment se fait donc une production naturelle de substances. Donc on peut aller plus loin et poser la question, en quoi consiste l'acte de génération? La génération est le passage de la matière première de l'état de privation d'une forme substantielle à l'acquisition de cette même forme. C'est ça la définition de génération. Le problème, c'est que la matière première n'existe pas en tant que telle. Donc, je répète, donc c'est le passage de la matière première de l'état de privation d'une forme substantielle à l'acquisition de cette même forme. Mais la privation dont il s'agit est l'absence d'une forme déterminée que la première est apte à recevoir. Bien sûr, parce qu'elle est apte à recevoir toutes les formes matérielles. Elle est puissance pure. Puissance, ça veut dire réceptacle pouvant recevoir puissance passive. La matière première prête un concours passif et réel à l'activité génératrice, en soutenant la forme nouvelle à l'instant même de sa naissance, en sorte que dès son origine, la forme emprunte à la matière l'appui essentiel dont elle a besoin pour exister. C'est la matière qui fait exister la forme. Mais la forme décide ce que sa matière va être.
Ça va être une pierre ou de l'eau ou du gaz. La réalisation d'un sujet approprié de formes qui en sont intrinsèquement dépendantes s'appelait autrefois l'éduction des formes, eductio formarum et potentia materiae. Elle est la mise en acte de ce qui était en puissance dans la matière. Saint Thomas en parle dans ses œuvres, dans les deux sommes, théologique et Contra Gentiles. Parce que saint Thomas va expliquer dans les sommes théologiques les concepts dont il a besoin dans la théologie, les concepts philosophiques. Donc il fait un petit peu de philosophie dans la théologie pour pouvoir faire une bonne théologie. En employant cette formule, l'école, ça veut dire donc les scolastiques, les élèves, les disciples de saint Thomas, l'école avait principalement en vue de mettre en relief la dépendance absolue de toutes les formes inférieures vis-à-vis du matériel et d'indiquer la différence profonde qui les sépare des formes subsistantes. Voilà, donc cet aphorisme est-il sans application à l'âme humaine? Quoique destiné à informer la matière, c'est une remarque qu'il faut faire, l'âme spirituelle est créée directement par Dieu, sans le concours d'aucun sujet préexistant. Elle ne relève que de la cause efficiente de Dieu. Et c'est pourquoi, malgré son état naturel d'union avec le corps qui l'anime, elle reste capable d'une vie propre et isolée. C'est ça l'exception. Lors de la génération humaine, il n'y a pas de transformation d'une substance en autre par le pur effet des forces naturelles. Voilà, donc il y a, bon, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, le terme de génération, on va voir le terme. Le terme formel est un nouveau principe déterminant introduit dans la matière. C'est un nouveau principe déterminant introduit dans la matière. Parce que la râle est un corps doué d'une subsistance propre. Subsistance propre. Comme l'existence constitue le complément obligé de l'essence. Elle est toujours l'aboutissant ultime de l'acte générateur. Donc un corps doué d'une subsistance propre. C'est la génération. Il y a un corps qui est fait, donc qui est doué d'une substance, qui est doué d'une subsistance propre. Alors, pour finir, le dernier point dans la génération, c'est la cause efficiente de la génération. C'est un fait que dans tout le domaine de la chimie, les caractères des composés reflètent les propriétés des composants, avec toutefois un certain degré d'atténuation proportionnelle à l'intensité de la combinaison de deux éléments. Frappé de cette similitude entre les êtres nouveaux et ceux dont ils dérivent, similitude spécialement manifeste chez les vivants, un enfant ressemble à son père, les scolastiques n'avaient pas hésité à attribuer aux causes secondes, parce que cause première c'est Dieu, aux causes secondes, c'est-à-dire aux forces naturelles,
des êtres, les forces naturelles des êtres, la production des formes essentielles, l'attribuer au cours second. Sauf on vient de voir pour l'âme. Hein. Les formes substantielles, il est vrai, ne préexistent pas, sauf dans l'idée de Dieu. Avant de les créer, il était dans l'idée de Dieu, mais il ne préexistait pas, comme disait Platon. Il n'existait pas comme tel dans la matière. Elles passent, selon toute leur réalité, du mode des possibles au mode, pardon, du monde des possibles au monde réel. Comme la plasticine. On peut faire de la plasticine plusieurs choses. Donc la possibilité d'avoir plusieurs formes. Et dès qu'on imprime une forme, elle est passée du mode de possibilité à un mode monde réel. Mais s'il fallait refuser aux agents matériels l'activité génératrice, sous prétexte que les formes sont des réalités nouvelles, il faudrait, au même titre, leur refuser toute activité quelconque, même accidentelle, car tout accident nouveau passe aussi du non-être à l'être. Et ça, c'est fort, parce que l'activité accidentelle, on voit qu'elle est là. On constate. Au surplus, ce serait une grave erreur d'identifier la génération avec l'action créatrice proprement dite de Dieu. C'est différent. La création, c'est de faire quelque chose de rien, et la génération, c'est que quelque chose vient sous l'influence d'un agent effectif, vient d'une chose, devient autre chose. L'acte créateur a toujours pour terme un être subsistant, bien sûr, un être qui existe. Tiré totalement du néant, sous l'influence exclusive de la cause efficiente et partant sans le concours d'aucun sujet présupposé. Et c'est possible seulement pour une toute-puissance, tiré du néant. Au contraire, l'acte générateur présuppose un sujet matériel qui transforme et élève à un nouvel état substantiel, en le complétant par un principe spécifique, c'est-à-dire la nouvelle forme. L'effet formel n'est ici qu'une partie de l'être, et cette partie même est le produit d'une double causalité, dont l'une, la causalité efficiente, provient de l'agent, l'autre, la causalité matérielle, appartient au sujet récepteur de l'action. J'espère que vous avez pu suivre. Ça reste un petit peu mystérieux, hein, parce que c'est vraiment très profond, la génération, la production. On a vu la génération, et la prochaine fois, on verra la destruction de la substance corporelle. Le contraire, quoi. Donc, il y a une force efficiente qui agit sur un être corporel, qui est composé de matière et de forme. Et cette force efficiente peut venir d'ailleurs, ou ça peut venir de la chose elle-même. Et ça peut même venir de deux choses. Si on parle de deux choses qui se transforment par action-interaction, alors donc c'est possible que l'agent subit aussi l'action donc de l'influence efficiente de l'autre chose. Donc, comme je l'ai dit, s'il y a deux choses, elles peuvent agir l'une sur l'autre, et chacune subit aussi l'action de l'une de l'autre. Et ça peut être tellement fort que ça corrompt la forme de l'un ou bien de l'autre, ou bien de l'un et de l'autre. Et si ça corrompt, dans tous les cas, quand ça casse la forme d'une chose,
forcément, elle reçoit une autre forme. Parce que la matière ne peut pas disparaître. Selon la loi que rien ne disparaît, donc que la quantité de la matière et de l'énergie reste stable dans l'univers. Donc forcément, elle se transforme dans une autre forme. Et la forme vient justement de l'argent, parce que l'argent tend à imprimer sa forme, comme Dieu tend à imprimer sa forme. Tout est écrit à son image. Eh bien, toutes les créatures ressemblent à Dieu, et nous aussi, on a tendance à imprimer notre forme. Mais si la forme vient des deux côtés, ça a tendance à faire une forme qui est une autre parce qu'il y a le mélange des deux. Et c'est ça spécifiquement la réaction chimique. Voilà, donc il y a trois choses dans la génération. Il y a la substance euh, qui a une forme, donc un être qui a une substance, une matière et forme. Et alors une action efficiente et la capacité de recevoir cette action. Alors, donc l'interaction de ces éléments, ça donne qu'il y a une transformation. Il faut que la force efficiente soit assez forte pour changer et transformer la forme. Par exemple, ma main n'est pas assez forte pour transformer le granit en le cassant en deux, par exemple. C'est pas parce que la force efficiente n'est pas assez forte. Si on met un marteau et une écume, on dit ça? Un burin, marteau, un burin, un pieu. Si on prend un pieu et un marteau, on arrive à transformer la forme de granit. Parce que la force efficiente est plus forte du fer, de l'acier, est capable de casser donc, la forme de la. Donc il faut que la force efficiente, ou le feu, pour que le feu fasse que l'eau s'évapore, ou commence à bouillir, il faut que le feu soit assez fort. Si c'est une chaleur moindre, ça cause peu d'effet sur l'eau. Par exemple, sur la glace, si la glace est moins 20 et la chaleur est moins 10 ou moins 2, elle n'est pas capable de fondre la glace. Une chaleur de moins 2 n'est pas capable de fondre parce qu'elle n'est pas assez forte. Il faut qu'elle dépasse le zéro pour pouvoir fondre la forme de glace. Donc il faut que la cause d'efficience soit assez forte. Voilà. Et que la forme est forte par rapport à la forme de celui qui va recevoir la forme. Par exemple, pour transformer un bras de plasticine, j'ai besoin de moins de force pour transformer un bloc de granit en une statue. Hein. Vous comprenez? Donc ça dépend de la forme de celui qui reçoit. C'est un petit peu un résumé de ce qu'on vient de dire. Alors, je vais passer aux questions. Donc on va rendre le chat possible. On va voir s'il y a des questions pour ceux qui ont suivi. Voilà. Bienvenue aux courageux qui ont suivi. Alors, je vois qu'il y a des noms nouveaux que je ne connais pas vraiment. Donc, si vous voulez, je vais donner euh, le lien où vous pouvez trouver le texte. Comme cosmologie, le docteur Nas, le professeur Nas. Euh, voilà, c'est ici. C'est ici. Donc, vous pouvez trouver ça par vous-même aussi si vous voulez. Donc, c'est juste par Google.
Vous mettez cosmologie et NES et vous trouvez ce lien. Tout le livre est en ligne. Alors, question. La pensée est-elle un mouvement? Non. Parce que la pensée est une activité d'un esprit, de l'âme. Et les esprits ne font pas des mouvements. Parce que le mouvement, c'est changement de lieu. Et l'esprit n'est pas soumis à un lieu. Donc, il n'y a pas le mouvement de pensée. Il y a bien un raisonnement, un acheminement de pensée, mais pas un mouvement. Un mouvement est un déplacement local. Même si on voit des marqueurs sur le cerveau. Oui, mais là, vous parlez du cerveau. Mais moi, je parle de la pensée. Le cerveau est autre chose que la pensée. Le cerveau, c'est une matière dont on n'a pas vraiment besoin pour penser. La preuve, c'est que l'âme, séparée du corps, n'a pas de cerveau et elle pense quand même. Si on est après la mort dans le ciel, dans le purgatoire ou l'enfer, on a beaucoup à penser, hein. Je vous assure. Dans les trois cas, on a beaucoup à penser. Mais on n'a pas de corps. Donc l'âme est capable de penser sans corps. Mais c'est vrai que uni au corps, sa pensée fonctionne à travers du cerveau. Mais c'est pas essentiellement, ça n'appartient pas à la pensée d'avoir besoin d'un cerveau et de corps, et donc de matériel et de mouvement. Donc, on parle de mouvement de pensée au sens métaphorique, ça veut dire qu'on a un acheminement, un raisonnement, qu'on change de pensée. Voilà. Ce n'est pas un changement local, c'est un changement en activité. C'est une bonne question, hein, si vous voulez. Et si l'on parle de matière mathématique, par exemple, a-t-elle besoin de l'intelligence pour exister et recevoir ainsi sa forme en quelque sorte? Bon, normalement, matière mathématique, c'est une contradiction dans les termes. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être c'est un concept moderne, parce que le moderne n'aborde pas les contradictions. Mais mathématique, c'est une abstraction. Justement, c'est une abstraction de la matière. 1 et 1 fait 2, c'est abstrait de la matière. Ça peut être de la matière, mais ce n'est pas forcément de la matière. Ça peut être un ange et un ange fait 2 anges. C'est pas de la matière. Une pensée fait 2 pensées. C'est pas de la matière. Une amitié et une amitié font de l'amitié. C'est pas de la matière. Donc, les mathématiques sont essentiellement abstraits de la matière. C'est même la deuxième abstraction. La physique, c'est la première abstraction, et la mathématique, la deuxième abstraction, et la métaphysique, la troisième abstraction. Donc, parler de matière mathématique, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, la matière mathématique, ça veut dire la discipline mathématique, tout simplement. Parce que je reprends la question, si l'on parle de matière mathématique, par exemple, a-t-elle besoin de l'intelligence pour exister et recevoir ainsi sa forme en quelque sorte? Vous pouvez dire les mathématiques? Oui. Si on parle de mathématiques, matière au sens figuré, ça veut dire tout simplement le sujet, la discipline mathématique. A-t-elle besoin d'intelligence pour exister? Ah bien sûr. Puisque c'est une abstraction, c'est un produit de l'intelligence. Donc elle n'existe pas sans intelligence. Mais puisque Dieu existe de toute éternité, il a d'intelligence, donc les mathématiques, dans ce sens-là, existent dans la pensée de Dieu éternellement. Hein. Elle reçoit sa forme, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais elle reçoit pour commencer de Dieu, et ensuite de nous. C'est vrai qu'elle a besoin de l'intelligence pour exister. C'est vrai. Alors, oui, voilà, c'est ce que je voulais savoir pour que les choses soient claires. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et demain, on se revoit pour toute une autre matière, la spiritualité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Bonsoir et à bientôt.